bienvenue au CRAC Occitanie et je suis ravie de vous accueillir pour cette rencontre, cet échange, cette table ronde. Enfin voilà, comment le définir, je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous là. Et c'est voilà, cette rencontre, elle s'inscrit dans un nouveau partenariat qu'on a mis en place entre le CRAC, la librairie L'Échappée Belle et l'École des Beaux-Arts de Sète, autour de l'art et de l'édition, art et société. Donc il y a une première rencontre cette semaine avec Fayette Mélier. Puis là, c'est le deuxième temps qu'on organise dans le cadre de cette nouvelle série qui permet d'ouvrir d'autres champs. Et voilà, là, je suis très heureuse d'accueillir les trois intervenants et Antonin Antonin Morgenthaler de la librairie L'Échappée Belle qui va modérer cette rencontre et qui va nous présenter tout le monde. Et je vous remercie vraiment à tous pour votre présence. Et je pense que voilà, ça va être assez passionnant. Et je te passe la parole, Antonin. Merci, on est très content d'accueillir aujourd'hui dans cette discussion Elisabeth Lebovici, historienne de l'art, grande connaisseuse du travail de Jimmy Roberts aussi, qui est exposé et qui a donné naissance à l'idée de cette rencontre, de faire un écho aussi à ce travail-là de Jimmy qui a beaucoup travaillé. Une œuvre est présente dans l'exposition qui en parle, mais qui a beaucoup travaillé sur la présence du corps et sur la question aussi du corps noir face au sida. Elisabeth Lebovici qui avait écrit Ce que le sida m'a fait, ouvrage qui a fait date sur art et activisme à la fin du XXe siècle. Cette année, c'est 40 ans de l'épidémie. Une exposition va ouvrir le 15 décembre au MUSEM, issue d'un long travail de recherche et d'archives. Dont on parlera bien précisément. VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie. Et on a la chance là d'avoir Natacha Covin, qui est responsable du parti éditorial au MUSEM, et Vincent Doris, un des commissaires de l'expo et aussi d'action, pôle recherche du SIDAction. On va commencer par une intervention d'Elisabeth Lebovici, qui voulait revenir sur le travail notamment de Jimmy Roberts. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci de m'accompagner dans cette... c'est pas du tout une divagation, je pense que mon livre il est sorti il y a 4 ans, il a été un peu réactualisé, il y a une sorte de postface qui a été faite cette année, mais en fait j'ai envie de l'écrire avec vous. Et le principe des interventions que je fais maintenant, c'est d'essayer d'écrire avec vous, d'essayer de faire mon travail de critique d'art comme ça, au présent, avec vous, plutôt que de revenir sur les chapitres que j'ai faits ou comment j'ai écrit ou comment j'ai pas écrit. Et évidemment, j'avais envie de partir de l'exposition, de la magnifique exposition de Jimmy Roberts qui est juste derrière nous, là, derrière vous. Et de cette image, évidemment, que j'avais repérée déjà, elle était exposée à Paris, à la Foire internationale d'art contemporain, il faut dire à la FIAC. Et je suis tombée sur cette image et je me suis dit, voilà, je vais commencer par cette image-là. Donc c'est cette image-là qui est éclairée par intermittence, par un projecteur qui projette une lumière blanche sur ces mains noires qui tiennent un catalogue. Alors... Marie-Cosette nous a expliqué tout à l'heure, pendant qu'on faisait la visite, qu'en fait, tenir un catalogue, c'était une façon de ne pas payer les droits pour une image que Jimmy Roberts voulait utiliser, s'approprier, ou en tout cas s'affranchir d'un interdit de reproduction. On va prendre ça, et on va aussi un petit peu peut-être aller plus loin. Ces mains noires qui donc tiennent une reproduction d'une œuvre de General Idea, on va en parler tout de suite, qui s'appelle Black AIDS, sida noir, dans tous les sens du terme. Alors, moi j'ai cherché évidemment cette image de General Idea, et j'ai trouvé qu'elle avait en fait 2 titres. C'est bizarre, il y en a une en tout cas que j'ai retrouvée, c'est la même image, qui est donc les 4 lettres de l'acronyme SIDA, AIDS, qui sont passées au noir et recouvertes de peinture noire, ou en tout cas d'un écran noir. L'une donc est plutôt côté histoire de l'art, puisque elle
L'une des légendes de l'image est une allusion à cet artiste qui faisait donc des peintures noires, Ad Reinhardt, et qui a beaucoup théorisé cette question, on pourrait dire, de l'écran noir, hein, de l'art. Et de l'autre côté, cette image fait aussi allusion donc au sida et à l'invisibilité ou peut-être la moins grande visibilité des personnes racisées dans l'épidémie, tout au moins dans une grande partie de ses débuts dans les années 80-90. Enfin, on reviendra aussi peut-être sur les débuts. Donc voilà, General Idea, c'est un trouble. Hein. C'est un trouble, c'est-à-dire c'est un couple à trois, de 3 hommes, dont les pseudonymes étaient Félix Part, George Santal et A.A. Bronson. Ils sont canadiens, ce couple est canadien, et en 1987, 86, 87, ils déménagent à New York. En même temps, 2 de ses membres, Félix Part et George Santal, apprennent qu'ils sont séropositifs. À partir de 1987 et jusqu'à la mort des 2 protagonistes en 1994, de George Santal et Félix Part, les protagonistes de General Idea ne vont faire qu'un seul projet, finalement, qui sera leur projet SIDA, qu'ils vont appeler Image Virus, un petit peu plus tard. Et leur première action, l'une de leurs premières actions, va être donc de s'approprier, comme vous avez vu dans l'exposition de Jimmy Roberts, le fait en fait, moins de s'approprier que de travailler avec, d'avoir des complices plus ou moins volontaires dans leur travail plastique, d'avoir des affinités, des amitiés, et finalement de prendre assez librement dans le champ de ce qu'ils voient. Et donc ces 3 hommes décident de s'approprier une image un tableau extrêmement célèbre qui a été diffusé lui aussi à un très 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 grand nombre d'exemplaires, qui est ce tableau d'un artiste américain qui s'appelle Robert Indiana. Et ce tableau, c'est les 4 lettres du mot love, L-O-V-E, qui sont peintes à peu près de la même façon que vous voyez le mot AIDS. Qui sont à peu près dans la même position. Donc en fait, ils vont reproduire les 4 lettres du mot love et y substituer l'acronyme AIDS, l'acronyme SIDA. Et ce projet va se démultiplier, va se viraliser dans un certain nombre de villes américaines, mais aussi européennes. Et par exemple, vous avez ici deux instances de cette viralité, de cette viralisation de cette même image, l'une dans le métro new-yorkais et l'autre près d'un grand magasin new-yorkais très célèbre qui s'appelle Macy's, qui je crois est en crise en ce moment du fait du Covid. Alors, 2 petites choses intéressantes que je voulais vous signaler. D'abord, pour le trouble General Idea, la question de la viralité, hein, est quelque chose qu'ils ont pensé tout de suite, qu'ils ont pensé dès la constitution du groupe dans les années 70. Ils étaient très très intéressés par les théories de la communication, par la philosophie, par la question de la dissémination telle qu'elle était pensée philosophiquement à partir des années 50-60. Et donc ils disaient cette chose, ils disaient « Nous nous considérions comme un parasite culturel et notre méthode était virale. Utiliser la distribution et la communication des médias de masse, et plus particulièrement ceux du monde culturel, et ainsi nous pourrions infecter la culture mainstream avec nos mutations. » Donc l'idée de la viralité, du parasitisme culturel est quelque chose qui est tout de suite pensé par le trouble General Idea. Mais on peut penser aussi au même moment, et ça c'est certainement pas pour rien. Vous savez, le VIH, la découverte du VIH en 84 a été concomitante de l'utilisation du terme virus en informatique. Et donc, en fait, l'épidémie informatique et l'épidémie du VIH offrent en quelque sorte un parallélisme absolument troublant, du moins dans les vocabulaires qui est utilisé et dans la façon qu'on a de les penser. Hein. Le vocabulaire est le même, c'est-à-dire c'est un virus, et par exemple pour l'informatique, on avait longtemps pensé à c'est un ver. Hein.
mais c'est pas le mot ver qu'on va utiliser, c'est le mot virus. Hein. Et l'idée qu'effectivement, il va s'attaquer au système immunitaire du corps humain et du corps informatique. Hein. Il y a tout de suite ce parallélisme dans les années 80 qui est fait, avec les mêmes façons d'interdire les échanges de fluides entre les individus et les échanges de programmes informatiques, hein, entre les personnes, entre les outils, entre les computers. Et puis il y a une stigmatisation assez démente qui s'opère exactement en même temps, où pour le VIH-Sida, on parle des 4 H comme responsables et comme porteurs de l'épidémie, hein, les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens et les hémophiles. Et de la même façon, dans l'informatique, on va stigmatiser les hackers. Donc tout d'un coup, il y a cette H qui tombe à la fois sur le corps du corps humain et sur le corps de l'ordinateur. C'est pas pour rien, évidemment, que exactement à la même époque, l'extraordinaire penseuse des sciences Donna Haraway va produire et publier son manifeste Cyborg. Qu'est-ce qu'elle explique dans le manifeste Cyborg? C'est qu'on ne peut plus séparer nos corps des machines que nous utilisons. Hein, entre autres choses. Mais elle dit que nous sommes déjà des cyborgs, c'est-à-dire que nous sommes des corps-machines et qu'on ne peut plus penser de la même façon le rapport nature-culture, le rapport corps humain et corps-machine, ou du moins machine pas corps, justement. On ne peut plus le penser comme des entités séparées, comme des entités binaires. Hein, et peut-être vous avez lu le manifeste Cyborg qui a été traduit en français depuis. Mais je pense que ça n'est pas pour rien. Enfin, bon, voilà, je vous signale ça parce que ça me paraît important. Alors, cet acronyme AIDS-SIDA, General Idea va donc le répandre partout, va en infecter à la fois l'espace urbain. Hein, vous voyez ici un tramway, je crois que c'est aux Pays-Bas, donc avec le virus de General Idea. Et puis, il va se transformer en sculpture publique énorme, ou se transformer en bijoux tout petits, ou en presse-papier tout petit, etc. Mais on peut aussi le voir, on peut aussi voir cette viralité dans une rareté qui m'a été donc signalée par cet artiste qui s'appelle Karol Radziszewski, et le premier fanzine gay en Pologne, qui a été lancé par un homme qui s'appelle Ryszard Kiziel en 1989 et qui s'appelle Philo, lui aussi va utiliser l'acronyme AIDS et se répandre dans toutes les pages de ce fanzine. Et vous le voyez ici, l'acronyme SIDA, il accompagne, en anglais, il accompagne des images de Donald Duck. Et donc Karol Radziszewski, qui a connu Ryszard Kiziel et qui s'est occupé de ses archives. Alors Ryszard Kiziel, moi, il me plaît beaucoup parce que c'est un homme qui a fait, avant de faire ce fanzine, il a fait un truc absolument extraordinaire. Donc on est dans un moment, on est avant la chute du mur de Berlin, et Ryszard Kiziel, il va se promener dans les pays de l'Est, dans les pays amis, hein, les pays ce qu'on appelle le bloc de l'Est. Et en fait, il va prendre des photos et il va faire des espèces de cartes postales. Enfin, il va prendre des photos. Et ces photos, à chaque fois qu'il a un ami qui va se promener dans les pays de l'Est, qui part dans les pays de l'Est, à chaque fois qu'il a un ami tchèque, ou un ami polonais, ou un ami bulgare, ou un ami hongrois, ou d'autres amis polonais qui vont se promener, il va lui confier ces photos, parce que ces photos, c'est des photos de points de rencontre où les hommes gays se rencontrent. Et en fait, c'est totalement interdit, c'est totalement illicite, c'est totalement illégal. Et donc, il va donner ces photos comme une espèce de premier guide, hein, de guide de rencontre à ses amis. Et donc, il crée ce premier fanzine. Et dans ce premier fanzine, il y a cette question de la répétition de l'acronyme SIDA, hein, et effectivement des messages de prévention qu'il va mettre dans son fanzine, qui est lui aussi complètement illicite et complètement illégal, et qui accompagne ici des images de Donald Duck. Alors, je me suis beaucoup demandé pourquoi Donald Duck. C'est évidemment un représentant des industries Walt Disney, donc du capitalisme le plus effréné.
Mais c'est aussi dans l'imagerie de Walt Disney, quand même, c'est pas le personnage le plus favorisé, on peut dire. Hein. C'est celui qui se prend tout dans la gueule, quoi, généralement. Et qui est jamais, c'est pas le garçon triomphant, quoi. Hein, c'est pas le canard triomphant, c'est pas la souris triomphante non plus. Hein. Et donc, je pense que c'est peut-être à cela qu'il faut penser quand on voit ces images qui sont assez touchantes et assez troublantes. Mais retour aux États-Unis. Le projet de General Idea ne fait pas que des contents, ne rend pas contente tout le monde. Et il y a des hurlements et une première controverse qui va naître avec les activistes, et notamment avec les activistes d'ACT UP. Pourquoi ? Parce que pour les activistes d'ACT UP, d'avoir fait un lien entre les 4 lettres du mot love et les 4 lettres du mot AIDS, c'est quelque chose qui leur est insupportable. Hein. Comme nous était insupportable à l'époque, le fait, par exemple, que quelqu'un qu'on aime tellement aujourd'hui, comme Hervé Guibert, vous connaissez Hervé Guibert, puisse penser finalement l'épidémie du sida comme une espèce de conséquence de l'homosexualité, hein, qu'il fasse ça dans un certain nombre de ses livres, qu'il trace un lien finalement de cause à effet entre une espèce de destin de l'homosexualité et le sida, est quelque chose qui est insupportable aux activistes. Et je me souviens très bien qu'à ACT UP, c'était quelque chose qui était violemment discuté. Hein. Ça a fait naître d'ailleurs beaucoup de vocations artistiques, activistes, de gens qui ne voulaient pas rentrer dans ce genre de lien. Et donc le lien que General Idea fait entre love et AIDS est insupportable, notamment à ce groupe activiste d'images d'ACT UP New York qui s'appelle Grand Fury, qui vont donc produire 2 contre-messages, on pourrait dire, donc toujours la même position, hein, mais d'autres mots de 4 lettres. L'un c'est riot, ça veut dire révolte, et l'autre c'est fuck. Fuck, vous connaissez tous ce que ça veut dire. Ça, c'est produit par la seule femme qui travaille au sein de ce groupe d'images d'ACT UP qui s'appelle Grand Fury et qui, elle, s'appelle Marlène McCarthy. La voilà, avec ses fuck. Donc, vous voyez, il y a aussi des guerres d'images, hein, et il y a aussi des guerres de mots, et il y a aussi des guerres de pensée, hein, à travers des associations de lutte contre le sida qui parlent ensemble, qui se jettent des mots, qui essayent de produire du sens ou du non-sens. Et voilà que les 2 membres de General Idea donc, meurent en 1994 à la demande de Félix Part et Bronson, le seul survivant de l'histoire, prend donc cette photo qui est extraordinairement émouvante et tragique, terrible. Donc c'est cette photo de Félix Part, le jour de sa mort, le 5 juin 1994. Tout le décor, c'est une performance aussi, puisque Félix a organisé tout le décor de cette mort. Il a organisé ses tissus, cette façon d'avoir une espèce de patchwork de tissus. Tout est organisé, la façon dont il a posé ses mains, les couvertures, etc. Le regard, finalement, qui n'est plus là, et qu'il a quand même sur sa propre mort. C'est une question dont on peut discuter, parce qu'elle a beaucoup aussi taraudé les gens. Que devient un corps quand il est mort, et à qui appartient-il, ou pas? Et voilà. Donc, moi, si vous voulez, ce qui m'a complètement fascinée, c'est justement l'écriture. C'est-à-dire comment, 20 ans après, l'artiste-poète Greg Bordovitz, militant d'ACT UP, activiste d'ACT UP, qui avait fait partie de ces gens qui s'étaient vraiment énervés contre le Love AIDS de General Idea, va écrire un petit livre qui est un livre formidable sur General Idea et sur ce projet Image Virus de General Idea. Donc, tout d'un coup, dans notre actualité, enfin c'était il y a quelques années bien sûr, mais c'est dans notre actualité, ça sort dans les années 2010, disons, il y a ce petit livre
écrit par Greg Bordovitz sur une œuvre qu'il n'a pas aimée, qu'il a choquée, qu'il a détestée, contre laquelle il s'est battu. Et tout d'un coup, il va revenir sur ce projet, il va revenir sur cette œuvre, il va dire quelque chose de formidable, il va dire qu'il s'est trompé, qu'il s'est gouré. Hein? La réécriture, c'est ça aussi, l'écriture, c'est ça aussi. Pourquoi il s'est gouré ? Il s'est gouré parce que, en fait, il était très énervé donc, par ce lien qui était fait, il était en colère, lui pensait en fait un lien direct entre l'activisme et la production d'images. C'est-à-dire qu'il était complètement pris dans une dialectique et dans une logique où toute production d'images devait être dirigée, devait avoir pour but l'information des personnes séropositives, l'information des personnes, la communication d'un certain nombre de choses, la mise en visibilité d'un certain nombre de choses, et aussi la lutte contre le sida, par la même occasion. Donc, tout son travail, toute son énergie, toute l'énergie qu'il avait, qui lui restait, était dirigée vers ces manifestations de colère, on pourrait dire. Et puis, il y a une sorte de tournant qui s'opère. Cette colère, on ne peut pas la garder toujours. On est fatigué, on en a marre, on est désespéré, on n'en peut plus. Et tout d'un coup, on se tourne vers d'autres choses. Et en fait, Greg Bordovitz a fait dévier cette colère. Il est toujours aussi en colère, mais il a fait dévier cette colère, on pourrait dire, sur les possibilités du langage, les possibilités de la littérature et surtout les possibilités de la poésie. Et en fait, Greg Bordovitz est en quelque sorte devenu poète, il s'est intéressé à la poésie et il a pensé la poésie aussi comme un projet politique. Bon, ce n'est pas une idée originale, hein, c'est une idée qu'il va retrouver finalement dans tout ce qu'il a combattu auparavant parce qu'il pensait que c'était un projet, une période, un projet, une sorte de façon de penser le monde qui était beaucoup trop autonome, beaucoup trop dans l'art pour l'art, beaucoup trop dans la littérature ou la poésie pour la poésie. Ce projet d'autonomie s'appelle la modernité. Et en fait, dans la littérature moderne, il y a quand même un projet poétique que Greg Bordovitz va penser comme un projet politique. Ce projet poétique, il va le trouver d'abord dans une littérature, on pourrait dire une poésie queer, hein, en utilisant les choses de façon un tout petit peu anachronique, et il va aller les chercher du côté, surtout, de Djuna Barnes, hein, cette écrivaine des années 30 qui a fait ce livre absolument magnifique qui s'appelle Nightwood, que Le Bois de la Nuit, que si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire immédiatement tout de suite, donc poète lesbienne, et donc il cite cette phrase absolument magnifique de Djuna Barnes, « Une image est un arrêt que l'esprit fait entre les incertitudes ». Et puis évidemment, il va aller chercher dans la poésie et dans la littérature et dans la façon d'écrire de Gertrude Stein. Gertrude Stein, donc cette collectionneuse, amie de Picasso, mais aussi grande écrivaine et aussi grande lanceuse comme ça de projets poétiques et théâtraux. Et donc, évidemment, dans la répétition de AIDS, 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 AIDS partout, Greg Bordovitz voit des résonances avec la phrase peut-être la plus célèbre de Gertrude Stein, « Rose is a rose, is a rose, is a rose ». Et comment tout d'un coup un mot peut signifier différentes choses suivant l'endroit où il se place. J'ai mis ici un tout petit exemple de la poésie, du poème d'où ce texte est extrait. C'est un poème qui s'appelle Sacred Emily. Et voilà, le bout du poème, c'est example, example, put something down someday. Put something down someday put something down someday in my hand write, in my hand writing, put something down someday in my hand writing. Alors c'est extraordinaire parce que ça passe donc de mettez quelque chose, enfin d'un sens absolument littéral, on pourrait dire, à quelque chose de beaucoup moins littéral, puisque à la fin c'est in my hand writing, c'est mon écriture manuscrite,
mon écriture manuscrite, mon écriture, mettez quelque chose, put something down, écrivez quelque chose, on pourrait dire noir sur blanc, noir sur noir, dans ma main, dans mon écriture manuscrite, etc. Voilà, ça, c'est pas la peine de traduire. Et en fait, ce que Greg Bordovitz adore dans le projet Image Virus, et que je vois évidemment traiter un peu partout dans les questions de langage et de mots, il dit en fait que ce que General ID a fait, c'est qu'il a tellement répété l'acronyme AIDS, il y a eu tellement de répétitions de cet acronyme que tout d'un coup, ça ne veut absolument plus rien dire. Et en ce sens, General Idea a compris qu'il fallait, c'était ça aussi qu'il fallait dire quand on parle du sida, S-I-D-A, de AIDS, c'est que l'épidémie n'a aucun sens, qu'elle n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, les personnes qui essayent de donner un sens à l'épidémie, ces personnes vont faire des séparations, vont stigmatiser un certain nombre de populations, vont produire un certain nombre de significations qui vont effectivement en évacuer d'autres, etc. Mais la maladie, l'épidémie, la mort, ça n'a aucun sens. Et c'est ça que Greg Bordovitz lit dans le travail de General Idea. Moi, je retrouve ça beaucoup chez Dana Wise, par exemple, cette artiste canadienne, elle aussi, comme General Idea, qui vit à Paris et qui donc fait vous les avez sûrement vus quelque part, ces sachets de pilules qui sont ornés de formules qui sont très prescriptives. Donc, soyez noir immédiatement, garantissez l'hétérosexualité de votre enfant immédiatement, accent gay immédiat, soyez hétéro immédiatement. Alors, il y a deux choses. Il y a donc ces espèces de slogans, ces prescriptions. Si vous prenez ma pilule, vous détruisez évidemment le petit sachet et l'œuvre qu'elle contient, mais effectivement, il va vous arriver quelque chose, vous allez vous transformer, quelque chose va vous arriver, etc. Et l'idée de l'immédiatement, c'est évidemment l'idée du performatif, de la performance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le dit, ça y est. Cette immédiateté, c'est aussi ça que ça produit. Et quelle façon aussi de signaler l'absurde du langage et le fait que les choses, il ne faut pas, parfois, ne pas chercher du sens. Voilà. Alors, moi, j'ai vu ça aussi dans la page des folles d'Act Up, qui a commencé vers les années 1900, oui, ou 80, je ne sais plus exactement quand, effectivement, où l'utilisation du langage est là aussi pour produire quelque chose comme un gigantesque humour, une gigantesque plaisanterie quand même. Je lis aussi cet humour et cette absurdité et cette façon extraordinairement drôle de travailler dans les œuvres qui sont en ce moment exposées au Crédac à Ivry, de ce artiste, écrivain, poète, cinéaste surtout, cinéaste expérimental, et aussi jardinier, qui s'appelait Derek Jarman, qui meurt en 94, lui aussi, ou 93. Et donc voilà, par exemple, TB, évidemment, tuberculose or not tuberculose, that is the question. Espèce de jeu de mots, etc., dans ces assemblages extraordinairement terrifiants et sombres, enduits de goudron. Et puis, par exemple, ces tableaux où tout d'un coup, il y a gravé à l'intérieur des couleurs quelque chose qui dit « AIDS is fun ». Évidemment, il faut aussi prendre ça comme un jeu de langage, comme quelque chose qui joue avec le langage. Le langage est très important. Language is a virus. Et puis, il y a aussi ces façons de penser le langage. Ça veut dire brouteuse de minou. Donc ça, c'est le groupe auquel Greg Bordovitz est tellement lié. C'est ce groupe de lesbiennes. J'essaye, le leitmotiv d'aujourd'hui, c'est pas seulement Jimmy Roberts, c'est aussi les femmes, les lesbiennes, la façon dont quelque chose est porté par des femmes, par des lesbiennes. Gertrude Stein, Djuna Barnes,
ici le groupe Fierce Pussy, qui naît en 1991. Ce sont des femmes qui se retrouvent, qui sont engagées dans la lutte contre le sida et qui se rendent compte que les lesbiennes sont invisibles dans la lutte contre le sida et qui vont donc se réunir et produire elles aussi immédiatement, j'avais oublié de citer Dana Wise dans Mes lesbiennes, qui vont produire donc immédiatement un certain nombre de choses. Et le premier tract, il est l'utilisation de toutes les insultes qui sont produites à l'égard des lesbiennes et l'appropriation et le retournement de l'injure. Donc, je suis une lesbienne, butch, perverse, féministe, amazone, camionneuse, gouine, et vous aussi. Alors, voilà le projet qu'elles ont fait en viralisant leur affiche dans les toilettes du Centre gay et lesbien de New York. J'aime beaucoup celle-là aussi. Qu'est-ce qu'une lesbienne? Votre vétérinaire, votre infirmière, votre star de cinéma préférée, etc., votre avocate, votre professeur, votre gynécologue, votre dentiste, etc., 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 votre petite amie. Elles ont fait aussi un projet, c'est, vous allez voir, les mots, l'écriture. Elles ont fait aussi un projet absolument magnifique qui a commencé pour l'université d'Harvard, où elles ont exploré les pages des romans pulp, c'est-à-dire des romans de gare, on pourrait dire en français, on appelait ça des romans de gare, hein, des romans qui sont écrits notamment à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment aux États-Unis, et qui sont des romances, hein, des romans où on parle d'histoires d'amour. Et il y a parfois des histoires d'amour entre femmes ou entre hommes qui généralement se terminent extraordinairement mal, ou par une mort, ou par un mariage hétérosexuel, et tout va mal. Et donc, elles ont décidé de photocopier ces pages des livres et de les assaisonner à leur façon, c'est-à-dire de ne garder peut-être que des textes qui peuvent tout d'un coup être lus d'une autre façon. Elle avait toujours eu envie. Joan, 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 Joan. Bobby était un fils qui se trouvait être une fille. Elle avait la fille, elle l'a poussée pliée sur une table, elle lui a baissé la culotte, relevé la jupe. La fille l'a pris très bien. Mais évidemment, tout ça, c'est des phrases qu'on peut trouver, qu'on détourne complètement, là encore, de leur sens, puisque généralement, ce sont des romans très pudiques et très charmants, et qui, évidemment, ne sont pas aussi précisément sexualisés que cela. Donc voilà, elles ont fait tout ça. Et ce travail avec les mots, avec l'absurde des mots, avec les choses des mots, les mots et les choses et les gens, les ont amenés à ce projet 2010 qui s'appelait Get Up and Sing et qui disait, si elle vivait aujourd'hui, elle serait en train d'utiliser son téléphone portable. S'il vivait aujourd'hui, on serait peut-être allé danser ensemble. S'il vivait aujourd'hui, il vivrait avec le sida. Et c'est ce projet-là qu'elles ont fait pour moi. C'est pour ça que j'arrive à la fin de ma péroraison. Je leur ai demandé de participer à mon livre, Ce que le sida m'a fait, parce que je voulais absolument que ça parte du présent, que ça parte de maintenant, que ça parte d'aujourd'hui. Et donc, elles ont un peu radicalisé le projet, qui se trouve donc à l'intérieur de mon livre, comme ça. Hein, et laisser la page, c'est la deuxième et la troisième page de couverture, on pourrait dire. Et c'est séparé donc par le livre, le texte entier. Hein, et voyez. Et donc, vous voyez cette espèce de bande-là, en anglais, là où le corps du livre, hein, là où il y a le livre, en anglais, ça s'appelle un caniveau, ça s'appelle un gutter. Donc, mon texte, c'est le caniveau autour duquel elles ont fait ce projet que je trouve absolument magnifique, puisque c'est ce projet de remémoration de gens, c'est-à-dire de faire avec le deuil, de faire avec la perte,
et de se remémorer les gens en se disant, s'ils vivaient, moi c'est quelque chose que je me dis tous les jours, hein, s'ils vivaient aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'il aurait fait une transition? Est-ce qu'elle aurait fait une transition? Est-ce qu'il fumerait encore? Est-ce qu'elle utiliserait son portable comme moi je le fais? Est-ce qu'il regarderait Instagram? Est-ce qu'il aurait toujours une vie sexuelle aussi animée, etc., etc. Est-ce qu'il vivrait avec le sida? Et c'est ça qu'elles ont fait. Et donc, en fait, le corps de mon texte, ça je l'ai voulu, donc cette écriture du sida, et c'est en ça que c'est important de parler de l'exposition maintenant, c'est une écriture au présent. C'est-à-dire, c'est une écriture. Il n'y a pas de nostalgie. C'est pas le problème de la nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie à avoir. Il faut penser le passé à partir du présent. Et de ces présences-là, de ces fantômes-là, elles ont voulu faire on pourrait dire l'enveloppe charnelle de ce livre que j'ai produit. Et pour moi, c'est très important parce que c'est pour ça que j'essaye d'improviser comme ça. Dans le train qui me mène jusqu'ici, je fais un petit PowerPoint et j'essaye de partir effectivement du présent. Le présent, c'est l'exposition de Jimmy Roberts qu'on peut voir ici. Et j'avais envie de partir de là pour arriver justement au livre, au corps du texte, à l'écriture, finalement. C'est comme ça que moi je conçois l'écriture d'un livre. C'est à partir de choses du présent et de comment elles peuvent orienter une lecture, comment elles faire penser une lecture, là encore, sans nostalgie des choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup Elisabeth pour cette intervention très inspirante. Je vais avoir une question qui va porter aux deux VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, qui est le catalogue qui sort dans quelques jours d'ailleurs. On l'a là aujourd'hui, mais il sort au moment de l'ouverture de l'exposition le 15 décembre au MUSEM. A choisi de faire un sous-titre, l'épidémie n'est pas finie, et justement de ne pas se situer dans une histoire close ou une muséification classique qu'aurait pu être telle exposition. Et il y a aussi quelque chose qui m'a fait écho au travail d'Elisabeth. Votre livre, c'est ce que le sida m'a fait. Et dans ce catalogue, il y a aussi beaucoup de récits à la première personne, de récits qui soient directs, des gens qui interviennent ou rapportés avec des paroles directement rapportées. Et je voulais voir justement sur vos deux côtés cette importance du jeu, cette importance de l'histoire individuelle dans l'histoire et l'actualité d'une épidémie où on l'a vu par rapport à la période d'aujourd'hui et de la fait de qu'est-ce que ça veut dire de vivre en épidémie. Une des grandes différences, c'est la stigmatisation et l'invisibilisation des malades et des disparus. Sur la question du jeu, évidemment, c'était un enjeu important en fait parmi les militants, les militantes de la lutte contre le sida. Plusieurs avaient l'habitude de dire qu'à partir du jeu, ils et elles construisaient un nous collectif en fait, et on le retrouve y compris dans certains témoignages du catalogue, l'insistance sur le fait que la prise de parole à la première personne, en tant que personne vivant avec le VIH, se faisait pour construire une communauté de lutte qui rassemblait d'ailleurs des gens très divers en fait. Et c'est ce qu'on a souhaité montrer dans l'exposition, la diversité des communautés engagées dans le champ de la lutte contre le sida. Alors peut-être pour faire... quand tu terminais ta présentation, Elisabeth, je me disais je vais pouvoir enchaîner puisque l'exposition est encadrée par des témoignages au présent. Comme tu disais, ton travail est encadré par la question du présent, et c'est tout à fait ce qu'on a souhaité également dans le cadre de l'exposition Sida, l'épidémie n'est pas finie, ne pas faire du sida, ne pas faire de la lutte contre le sida un unique objet de mémoire, un objet d'histoire. On est dans une période de mémoire, dans une période de transition. Évidemment, il y aura un statut historique qui viendra. Pour l'instant, on est dans une période de mémoire, mais qu'on a voulu vive, qu'on a voulu au présent. Et l'exposition s'ouvre par des vidéos de femmes vivant avec le VIH, les femmes qui ont été un des publics invisibilisés de l'épidémie, qui n'ont pas toujours eu
la parole aussi facilement que les hommes, qui ont dû lutter pour prendre la parole. Et donc on a souhaité ouvrir cette exposition par des femmes qui témoignent au présent, qui ont un long parcours de vie avec le VIH, souvent acquis dans les années, fin des années 80 ou dans les années 90, et qui sont vivantes aujourd'hui et qui témoignent de leur... voilà, de la beauté de leur vie, pas seulement de la difficulté de vivre avec la maladie, mais de la puissance qu'elles ont pu avoir avec cette maladie. Et on clôt l'exposition par d'autres témoignages au présent toujours de militants des différents champs de la lutte contre le sida sur ce qui n'a pas été gagné. Beaucoup de choses ont été gagnées avec l'épidémie, peut-être pas la principale, mais l'une des principales, ça a été l'accès à des médicaments génériques, qui était une grosse question d'actualité quant au vaccin anti-Covid aujourd'hui. Et ces militants témoignent à partir de leur position singulière, de différents champs, de l'actualité de leur lutte. Je pense aux militantes transgenres et travailleuses du sexe, qui témoignent de la façon dont les travailleuses du sexe les conditions du travail du sexe se sont finalement presque dégradées entre les années 80-90 et aujourd'hui. La reconnaissance sociale est toujours à zéro. La stigmatisation, l'opprobre jeté sur cette activité reste la même, ou c'est peut-être durci. Les personnes transgenres, qui parfois sont travailleuses du sexe, témoignent aussi de leur colère, de leur révolte sur les parcours de psychiatrisation qui sont imposés. Les choses bougent, mais lentement, bougent peu. Les choses bougent dans les discours, mais dans les pratiques, le rôle des psychiatres pour déterminer qui aura un parcours de transition, qui ne l'aura pas, reste prédominant. C'est des choses qui paraissent comme étant du passé, mais en fait, ça n'est pas le cas. La lutte est à mener aujourd'hui. D'autres personnes prennent la parole, par exemple Fabrice Olivier, qui est l'un des fondateurs des mouvements d'autosupport d'usagers de drogue, et qui témoigne de la façon dont, si dans le cas de l'épidémie du sida, on a mis en place des politiques de réduction des risques qui ont été mises en place par des militants, suivis par les pouvoirs publics, finalement le regard sur l'usage de drogue a peu changé, et les pratiques répressives n'ont pas changé. Et on le voit avec l'usage du... Il se trouve que je suis parisien. On le voit avec l'usage du crack à Paris et la façon dont les usagers de crack sont réprimés, chassés, pourchassés, désignés à la vindicte policière, à la vindicte populaire. Il n'y a pas d'espace en fait qui ait été créé hors des espaces sanitaires, mais l'espace sanitaire ne crée pas un espace suffisant pour vivre en fait. Donc voilà, on a voulu encadrer cette exposition par ces questions d'actualité pour dire que l'épidémie n'est pas finie. Et l'épidémie du sida a révélé des questions sociales qui sont encore d'actualité, voire des luttes qui sont encore à mener aujourd'hui. Justement sur l'histoire de cette exposition et de la façon dont elle a été construite, dans l'histoire du sida et dans l'histoire il y a cette question de la représentation, cette question de la visibilité. Et il y a toujours cette question où l'art, le graphisme, la performance, l'activité politique, des fois se mélangent, se confondent. Et vous-même, dans la construction de l'exposition, comment s'est passé justement entre ce mélange entre institutions, gens qui venaient plutôt du militantisme ou acteurs Sur l'arrivée de cette exposition au musée et la manière dont justement il a fallu accueillir un collectif réunissant des gens venus d'horizons très divers et de ces communautés stigmatisées, entre autres. Les choses se sont faites avec des journées de réflexion collective. Je pense que Vincent en dira un mot tout à l'heure. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en fait, on a vu arriver ce groupe de personnes qui était très important, et puis un groupe moins important, donc de 8 commissaires d'exposition qui étaient aussi donc directeurs et directrices du catalogue d'exposition. Et dans la manière dont on a travaillé ensemble, là je parle vraiment de mon expérience au sein d'une institution qui a l'habitude de faire des catalogues d'exposition avec généralement 1 ou 2 commissaires d'exposition sur des sujets très définis. Cette expérience-là a été vraiment surprenante
parce que on se retrouvait avec une multiplicité de voix qui devaient toutes pouvoir s'exprimer d'une manière ouverte, et puis on devait pouvoir donner de la place à toutes ces voix, alors qu'on a d'habitude des discours sûrs. Et je me souviens, pendant une des réunions qu'on a faites ensemble, de Christophe Broca, qui est aussi commissaire de l'exposition et directeur d'ouvrage, qui nous a dit que là, il n'était pas question de produire du discours sûr, et que l'idée était de pouvoir faire place justement à toutes ces voix qui étaient des voix qui expérimentaient ou la lutte contre le sida directement, ou alors qui avaient des postures différentes et qui étaient engagés dans des parcours de soins, dans ces autres groupes stigmatisés que Vincent a évoqué à l'instant. Et ça a été à la fois du côté du musée pour produire l'exposition et du côté des éditions pour produire ce catalogue, donc avec Anna Mosa d'ailleurs, maison d'édition qui nous a beaucoup aidé dans ce travail. Ça a été une aventure assez nouvelle et très enrichissante. Voilà. C'était pour répondre sur le côté institutionnel. Oui, non, mais c'est vrai que du point de vue... Bon, évidemment, j'ai pas du tout ces deux discours qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est important aussi, c'est de penser à quel point le discours à la première personne, et le discours ce jeu est un nous, etc., dont on peut se demander d'ailleurs si ça a vraiment marché, si jeu est vraiment un nous. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Je pense que ce sera intéressant qu'on se les pose tous ensemble. Je ne suis pas sûre du tout que ce jeu ait été un nous. Mais c'était, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu qui est un nous s'accompagne aussi d'une reconsidération de ce que c'est qu'un jeu. Et c'est important. Je veux dire par là que moi je pense que le jeu, il a été plutôt détruit. Il est plutôt détruit, justement. Et il se recompose autrement. Et il faut aussi parler de ce double mouvement. Parce qu'au lieu... Enfin, je veux dire, cette positivité d'un jeu qui est un nous, je ne sais pas si ça marche. Il y a aussi cette question de tout d'un coup, on se sent... désidentifié, on ne se sent plus un jeu. Et je pense que c'est important d'ajouter cette dimension. Et puis, dans ce que je vous ai montré, je crois qu'il n'y a pas seulement la question de la représentation qui se pose, il y a aussi d'aller au-delà ou ailleurs que dans des questions de représentation. C'est-à-dire aussi de penser, comme dans l'exposition que nous voyons aujourd'hui, que le visible la visibilité n'est pas seulement une question de visible. C'est aussi, ça met en jeu toute une forme un panel ou une pluralité de sensorialités qui ne sont pas toujours de l'ordre de la visibilité. Je vais prendre un exemple. Les deux œuvres de Derek Jarman que je vous ai montrées tout à l'heure. Cet artiste anglais qui donc faisait son jardin, etc. Ces œuvres-là, elles ont été faites en 89, 90, 91, 92, 93, je ne sais pas. Il était aveugle. OK ? Donc tout d'un coup, la question de la représentation, de la visibilité, elle va se poser autrement. Quand on est aveugle, on va essayer de mettre en jeu une autre façon de penser son propre corps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Donc pour essayer de discuter sur les notions de représentation et sur cette question d'un jeu qui est un nous, ça c'est une question qu'on pourrait se poser franchement en tant qu'activiste, en tant que curateur, en tant que critique d'art. Est-ce que ça a marché, cette histoire de jeu qui est un nous ? Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce qu'on peut encore le penser comme ça ? Ou est-ce que ça a été une phase d'un activisme très idéalisé finalement ? Et aujourd'hui, on ne devrait pas essayer de le penser autrement. Peut-être. Alors, sur la question de la représentation, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, qu'il y a bien des formes de démonstration qui ne relèvent pas de la représentation. Et c'est le cas de la pièce qui clôt l'exposition, qui est une pièce d'un jeune artiste, Benny Nemer, et qui est une pièce qu'on pourrait ne pas voir. À vrai dire, je ne sais pas encore à quelle hauteur elle va être installée, mais finalement, c'est pas tant la visibilité qui importe que le son. C'est une pièce sonore, et c'est une sirène qui se déclenche de manière intermittente, qui rappelle l'usage des sirènes dans la rue, dans les manifestations.
Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'à l'entendre, on entend dans un premier temps la sirène, et si on y porte attention, on ressent le grain de la voix qui apparaît. Et en fait, c'est une sirène de voix, c'est pas une sirène mécanique. Donc il faudrait en discuter avec Benny Nemer quant à ses intentions. Pour moi, quand j'ai proposé cette pièce pour clore l'exposition, c'était pour signifier qu'on ne peut pas rejouer dans un musée l'urgence de la rue. Néanmoins, il y a des moyens de la signifier. Et elle n'a pas le même statut. De la sirène mécanique, on passe à une sirène dans laquelle on peut entendre le grain de la voix, le volume sonore n'est pas le même. Et puis cette sirène arrive, elle part, il y a un long silence, elle revient. Donc il y a le côté presque aléatoire. C'était enregistré, donc c'est pas un déclenchement aléatoire en fait, mais le côté aléatoire pour qui visite l'exposition, puisque ce son de fin ne sera pas constant. Je le trouvais intéressant et je trouve que ça signifie des choses qui sont, comme tu le disais Elisabeth, au-delà de la représentation en fait. Alors la représentation, elle a été un enjeu, pour moi c'est un enjeu d'une discussion que j'ai pas eu, mais sauf presque avec moi-même en fait. Il y a des photographes oubliés dans le champ du VIH, comme Alexis Cordès par exemple, qui avait photographié des personnes vivant avec le VIH en France dans les derniers mois ou semaines de leur vie. Il y a eu dans l'histoire plusieurs relations de cette nature entre Jürgen Baldiga et Aaron Neubert en Allemagne, un couple dont l'un des partenaires avait demandé à son compagnon de photographier sa crémation. Et son partenaire, le photographe Aaron Neubert, avait dit OK, mais à une condition, c'est que je fasse une photo par mois de toi jusqu'à la fin. Jürgen Baldiga s'était engagé dans ce processus. C'est un travail qui a été publié en Allemagne, pas en France en fait, mais qui a la puissance de la relation de fin. Alexis Cordès avait mené ce type de travail-là également. Genevieve Atwood l'avait fait en 1987. C'est quelque chose ce sont des pratiques qui me semblent avoir été un peu oubliées, la pratique de la photographie du corps décharné et la pratique du quasi-contrat entre le photographié et la personne qui photographiait. Cette question de la représentation, elle est dans l'expo, puisqu'on a choisi de montrer quelques-unes de ces relations entre photographes et personnes photographiées, quelques-uns de ces travaux. On a peu d'autres choses très représentatives. On a retenu une pièce de Yann Beauvais, qui est une pièce textuelle en fait. C'est un écran circulaire avec une face blanche, une face miroir, et sur laquelle défilent des textes qui sont c'est une sorte de dérive autour des discours sur le VIH. Il y a une particularité, c'est qu'à la faveur de la rotation, la vitesse de défilement des textes change complètement. Et puis, quand la phase miroir arrive, il y a un éclatement des textes dans l'espace. Donc l'expo se clôt presque par cette pièce qui est une pièce de diffraction des discours, comme Paula Treschler les imaginait, ces discours qui tournent dans notre tête sur le VIH, qui alimentent absolument tous les fantasmes. Le VIH a alimenté à peu près tous les fantasmes de l'époque, en fait, tous les fantasmes qu'on pouvait imaginer. Et là, on a cette diffraction de ces textes-là. Il y a aussi, Vincent, la question de la représentation publique, peut-être avec le dispositif qui a été mis en place à partir d'archives audiovisuelles et la réaction des différents témoins. Peut-être tu peux en dire un mot aussi, je trouve que c'est intéressant. Oui, là, alors presque à l'entrée, on a voulu montrer des images d'archives télévisées des années 80, mais ne pas les montrer brutes, les montrer avec le regard des personnes qui ont vécu ces époques, mettons je pense qu'on s'est arrêté avant 96, au tout début des années 90 pour cette partie.
Et on a voulu que les images télévisées soient commentées avec le regard de personnes qui luttaient contre la façon dont les médias pouvaient présenter le sida, et qui aujourd'hui se remémorent à la fois leur réaction à cette époque, et qui ont ce regard distancié sur la façon dont le sida a fait irruption dans l'espace public, et notamment à la télévision. Alors, ce qui est frappant, justement, c'est que depuis 2 ans qu'on vit l'épidémie de coronavirus, on ne montre absolument pas les malades. Enfin, il y a une totale évacuation des personnes malades, hein, des hôpitaux, etc. Et c'est quand même vachement intéressant de voir que la chape d'invisibilité est absolument revenue. Et on n'a pas, et évidemment, comme on l'a dit très souvent, les associations, enfin, il n'y a pas eu d'association de personnes ayant eu le coronavirus ou malades du coronavirus. Et les associations, en particulier de lutte contre le sida, mais toutes les associations communautaires, hein, qui sont mobilisées dans le champ des personnes, d'autosupport, hein, des personnes, n'ont absolument pas du tout été consultées par la décision politique. Donc il y a quelque chose là qui devrait nous interroger aussi aujourd'hui. Enfin, on l'a dit très souvent, hein. C'est quand même, ça fait presque 2 ans qu'on vit une épidémie où effectivement tout ce que la lutte contre le sida a produit, hein, comme parole des personnes atteintes, comme parole des associations, comme ce nous politique, a été totalement évacué. C'est une question qui revient aussi dans l'exposition, la question de la démocratie sanitaire et de justement ces grands manqués de l'expérience de ces années-là. Alors, oui, tout à fait. C'est particulier parce qu'effectivement, on a une démocratie sanitaire, c'est-à-dire une participation qu'on dit citoyenne aux instances de santé, etc., qui n'a pas été fonctionnelle dans la période du coronavirus. Et parallèlement, et quasi paradoxalement, il y a des situations, des choses qui ont bougé. Je prends un exemple à Marseille. Il a fallu confiner les usagers de drogue à la rue. C'est une décision des autorités de santé, une décision de la préfecture conjointe avec les autorités de santé, que les gens vivent à la rue, en gros tout le monde s'en fout toute l'année, et là il fallait les confiner. Comme si vivant ensemble, le risque était moindre, alors que, je ne sais pas, enfin, c'était particulier, mais une association d'autosupport d'usagers de drogue a dit « Ok, on prend le pari et on demande à l'une des directions, c'est pas l'agence régionale de santé, c'est une autre direction régionale en fait, la location d'un centre de vacances inoccupé puisqu'il n'y avait pas de vacanciers, et l'embauche de personnel père, de pères éducateurs, etc., pour animer ce centre pendant 2 mois. Et ça a fonctionné pendant 2 mois. Une partie des usagers de drogue vivant à la rue à Marseille s'est retrouvée dans ce centre, en fait. Bon, la fermeture était attendue, évidemment, mais a été relativement brutale. Mais ça a permis à l'association de négocier de nouvelles ouvertures de centres, notamment pour femmes et femmes avec enfants, usagères de drogue, et d'un terrain pour l'habitat mobile des jeunes usagers de drogue. Donc il y a ce genre de choses quasi surprenantes que l'épidémie permet, qui n'étaient pas pensables 3 mois avant l'épidémie. Je voulais revenir sur Act Up, qui prend une place importante dans l'exposition, et dont vous parlez aussi, Elisabeth. Vous avez dans le texte qui conclut la réédition de ce que le sida m'a fait, vous parlez aussi de la revisite de l'histoire d'Act Up par les médias après le film 120 battements par minute aussi, et comment il y a eu une relecture aussi de l'histoire de ce mouvement contemporain. C'est un peu le contraire. C'est vrai que la conséquence de 120 battements par minute, hein, dans la foulée duquel moi mon livre est sorti, ça a été quand même de mettre en lumière Act Up et de complètement mettre... vous savez, c'est comme ça les placards, hein. Quand on ouvre un placard, on en ferme beaucoup d'autres. Quand on met la lumière sur une association, sur quelqu'un, etc., on met l'obscurité sur beaucoup d'autres. Et effectivement, aujourd'hui, il faut penser les choses complètement différemment. Bon, alors, je sais pas, on peut parler d'Act Up, mais ça a été... Je crois que
d'abord, ACT UP New York n'est pas ACT UP Paris, mais ça a été une association très importante parce qu'elle a été probablement une des premières à penser la lutte contre le sida comme quelque chose de politique et à faire effectivement, à travailler sur cette question du politique, hein, les autres associations précédentes étant plutôt des associations d'aide aux malades et des associations de recherche médicale, surtout des associations où on aidait, on soutenait, on supportait, où on se supportait, on s'aidait, on se soutenait. Mais effectivement, il faut aujourd'hui, c'est comme cette histoire de 1981, vous savez, cette date de 1981, c'est aussi politique. De penser les débuts de l'épidémie de sida comme datant de 1981 et de commémorer aujourd'hui le quarantenaire de l'épidémie, c'est aussi un projet politique. C'est-à-dire qu'on pense à un moment de l'épidémie où effectivement l'épidémie s'est développée dans un certain nombre de pays occidentaux, blancs, voilà. Donc c'est aussi penser politiquement l'histoire. Hein. C'est donner une version de l'histoire, mais évidemment il y en a d'autres. Et le premier à raconter ça, c'était justement Greg Bordovitz qui m'avait raconté ça, mais dans les années 80. Dès les années 80, on savait très bien qu'il y avait eu des personnes qui étaient mortes du sida, enfin mortes, en tout cas, que le VIH avait effectivement contaminé un certain nombre de personnes, que l'épidémie, elle pouvait s'analyser complètement autrement, qu'en 1969, par exemple, il y avait eu un jeune homme. Aujourd'hui, on parle très souvent de lui, on donne son nom, etc., qui était mort, probablement mort du sida. Effectivement, donner ces dates, c'est aussi prendre une décision politique. Parler d'ACT UP, c'est aussi penser une certaine façon de repenser l'histoire. Et ce qu'on peut espérer, et je pense qu'on sera tous d'accord pour le penser, c'est que justement, d'autres versions de l'histoire, d'autres possibilités, d'autres narrations soit aussi possible, soit aussi rendu possible et est effectivement de la parole, un espace pour se développer. Hein, je crois que c'est important. Oui, moi je pense aussi qu'il faut que les histoires se multiplient. Peut-être ce qui n'a pas été dit, c'est que l'exposition du MUSEM vient d'une collection qui avait été constituée par 2 anthropologues au Musée des Arts et Traditions Populaires. C'est une collection d'objets de la lutte contre le sida, d'affiches, de tracts, de flyers, de kits de réduction des risques, de préservatifs, de t-shirts, de banderoles, tout un matériel associatif qui avait été collecté par ce musée. L'ensemble des collègues du Musée des Arts et Traditions Populaires, à la fermeture du musée en 2005-6, avait été transféré au MUSEM et la collection n'avait pas été montrée. Donc le prétexte de l'exposition, c'est cette collection, mais c'est plus qu'un prétexte en fait. C'est pas le fil conducteur. Il y a beaucoup d'objets de la collection qui se retrouvent dans l'expo. Et puis il y a les dialogues qu'on a voulu qu'on a voulu élaborer entre ces objets de la collecte initiale, de la collection initiale SIDA du MUSEM aujourd'hui, avec d'autres formes d'expression. Ce qui est formidable, il faut dire aussi au MUSEM, c'est qu'il y a eu non seulement ce don, enfin ce versement qui a été fait vers le MUSEM, mais il y a eu vraiment des gens au MUSEM qui ont collecté sciemment et qui ont fait une collection VIH-Sida. Et c'était vachement important, c'est le seul endroit où on pouvait trouver, archiver, collecter et préserver tous ces objets. Sur 40 pays d'Europe, sur 5 ou 6 ans de collecte au début des années 2000 et 12 000 objets environ collectés. Bon, il faut penser qu'il y a des pins, quand on parle de 12 000 objets, il y a des tout petits objets et puis des choses de plus grande ampleur comme des banderoles de manifestations par exemple. Et ça aussi, ça donne beaucoup à réfléchir. Pardon, je continue, ça donne beaucoup à réfléchir. Ça donne beaucoup à réfléchir parce que c'est aussi une façon de penser un petit peu différemment les hiérarchies qui gouvernent quand même nos institutions. Et les hiérarchies qui gouvernent aussi les lieux, les musées, pourquoi tel musée est plus important que tel autre, pourquoi tel objet est plus important que tel autre. Je crois aussi que peut-être penser l'épidémie, penser le rapport de l'épidémie et de l'art, ou je ne sais pas, c'est aussi, ou l'exposition en tout cas, c'est peut-être aussi essayer de repenser toutes ces questions des hiérarchies qui nous gouvernent et qui continuent de nous gouverner d'ailleurs. Je ne dis pas du tout que, par exemple, moi j'en suis exempte,
mais de repenser un petit peu tout ça, de repenser aussi les hiérarchies en fonction à l'intérieur d'un musée. Par exemple, le rapport entre le public et les œuvres, le rapport entre les curateurs et les œuvres, les gardiens et les œuvres, etc. etc. Peut-être aussi réfléchir autour de l'épidémie et de ce qu'elle a fait. C'est peut-être aussi une façon de nous demander à essayer de réfléchir ou à essayer de penser aussi que finalement, nous sommes traversés par un certain nombre de normes et que peut-être celles-là, il s'agit de les interroger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que cette exposition va être itinérante ? Ça n'est pas prévu pour le moment. Il y a par contre, j'en profite pour le signaler, Greg Bordowitz va venir intervenir avec plusieurs écoles d'art à la suite de l'ouverture de l'exposition. Et il y a aussi d'autres interventions qui sont prévues en direction du public, qui sont évidemment reliées à l'exposition, mais qui pourront être plus larges que simplement une exposition dans un musée avec une entrée et une sortie. Mais pour l'instant, non, pas d'itinérance. Alors moi, j'en profite pour signaler que je crois qu'il y a une exposition en préparation à Strasbourg. Et puis, il se trouve que ce livre que j'ai fait va être, je ne sais pas comment, va être prolongé par une exposition au Palais de Tokyo à Paris l'année prochaine, en 2023. Voilà, donc ça fait des itinérances possibles. Voilà. En attendant que celle du MUSEM fleurisse dans tous les... En attendant qu'il y ait d'autres, qu'il y en ait d'autres en fait qui soient montés, enfin que cette question de la mémoire se poursuive. On est loin d'avoir épuisé la question de la mémoire aujourd'hui. On est loin d'avoir épuisé le champ de l'actualité non plus. Alors moi j'ai une petite question à poser. Alors que nous sommes effectivement dans une pandémie et donc dans la question de l'épidémie à une échelle absolument énorme, quelle expérience vous pouvez apporter justement comme regard, comme analyse sur la situation actuelle? Il y a eu cette intervention de Mme Lebovici sur le fait qu'il y aurait relativement peu d'associations impliquées. Moi, il existe quand même en France une association qui se consacre à la question du Covid long. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que la question de la démocratie sanitaire, la question de l'épidémie en général, a pris une dimension colossale actuellement. Quel est votre regard là-dessus? Je le disais, la question des brevets est majeure aujourd'hui et il y a des contestations qui arrivent de grosses associations qui par ailleurs étaient actives sur la question des brevets dans le champ du sida. Je pense à Médecins sans frontières par exemple, qui se mobilisent aujourd'hui avec d'autres comme Oxfam ou Amnesty International. Il faut considérer que l'histoire des brevets est concomitante à l'histoire de leur contestation. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle s'est considérablement durcie au cours des années 90 concernant les médicaments et les brevets ont été absolument verrouillés. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des périodes où produire des médicaments génériques pendant la période du brevet ou même contester le brevet pour importer d'autres types de médicaments était devenu impossible. Il y a eu une contestation extrêmement puissante qui était le fait de coalitions et l'épicentre s'est trouvé en Afrique du Sud, un pays très très fortement touché par l'épidémie. Et les Sud-Africains ont poussé leur gouvernement, c'était après la transition démocratique, donc un gouvernement porteur d'idéaux, porteur d'idéal, à contester les brevets. L'industrie pharmaceutique a porté plainte et s'en sont issus les procès de Pretoria, et l'industrie pharmaceutique a perdu cette bataille-là. Et des brèches ont été introduites dans la capacité de production de médicaments génériques et d'importation par les pays qui ne peuvent pas faire face au coût des médicaments de marque, de médicaments génériques produits à des coûts et surtout vendus à des coûts bien moindres et abordables par un plus grand nombre de pays. Donc cette question, elle est brûlante aujourd'hui
C'était la discussion des médias entre hier soir et ce matin sur la question de variants résistants qui apparaîtraient en Afrique du Sud. Évidemment que si on vaccine une partie de la planète et pas l'autre, on aura toutes sortes de variants qui pourraient voir le jour. Oui, bon. Moi, je crois qu'il y a autre chose qui me paraît très important, c'est dès que l'épidémie de coronavirus a commencé, enfin que le Covid a commencé, on a vu revenir beaucoup d'activistes de la lutte contre le sida qui se sont penchés et qui ont commencé à lire tout ce qui sortait dans les journaux médicaux et qui ont commencé à essayer de décoder les fausses et les fake news et les vraies informations, qui se sont attachées à dénoncer un certain nombre de fake news qui arrivaient sur le front médical, etc., notamment du sud de la France. Mais effectivement, on a vu quand même, il y a une espèce de posture activiste, de façon de faire. Voilà. Ce qui manque, me semble-t-il, au gouvernement aujourd'hui, c'est justement ces façons de faire de l'activisme. Hein. C'est pratique et qu'on peut voir revenir de façon sporadique dans l'étude absolument systématique. Moi, justement, c'est ça qui m'avait beaucoup frappé et intéressé dans 120 battements par minute, c'est tout ce qui se passait dans la discussion. Moi, mon rapport avec l'activisme, c'est pas du tout d'être dans la rue à hurler et à protester. Ça, c'est une chose, c'est très bien, c'est jouissif, etc., c'est formidable. Mais c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de lire. On nous filait des informations, on nous filait beaucoup de photocopies, on n'arrêtait pas de lire quand même dans les associations. C'est ça qu'on fait. On lit, on essaye de comprendre, on essaye de faire que ce savoir ne soit pas réservé à un certain nombre de personnes qui possèdent le savoir, et effectivement, nous, de pouvoir le lire, l'utiliser, le comprendre et s'en servir. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui manque énormément aujourd'hui, et qu'on voit quand même chez un certain nombre de vieux activistes ou de vieilles activistes ou de jeunes activistes qui poursuivent cette activité. Hein. C'est le rapport avec le savoir, pas seulement avec la démocratie sanitaire, mais aussi avec le savoir médical en particulier. Et là, on peut dire quand même que la lutte contre le sida, elle s'est retournée. Enfin bon, je parle très libre, j'essaye de parler très librement et de me poser beaucoup de questions. Mais cette question de cet accès au savoir que les activistes ont réclamé depuis le début de l'épidémie, enfin depuis les débuts supposés de l'épidémie de VIH en 81, on peut dire que depuis quelques années, ça s'est complètement retourné et que effectivement, on peut pas parler. On peut pas dire ça aujourd'hui. Il y a eu une espèce de retournement et cet accès au savoir, il a été récupéré par le corps médical. Et c'est ça aussi qu'on voit à la télévision aujourd'hui. C'est comment le corps médical, comment les médecins, comment les spécialistes ont complètement récupéré leur accès au savoir avec cette espèce de danger brandi du complotisme, de la fake news, des nouvelles fausses qui circulent, etc. etc. Et j'ai l'impression quand même que c'est aussi des choses à essayer de renverser et repenser. Dernière chose, et je trouve que quand on voit ça dans le contexte de cette exposition, il faut aussi penser à quel point les artistes sont des gens qui lisent, qui essayent qui ont des pratiques aussi de lecture et de référence, et que le modèle conceptuel de leur travail paraît aussi important à valoriser plutôt que simplement celui de manipuler des images. Ou alors manipuler des images, ça demande aussi causa mentale. Hein. Non, enfin. Le discours qui a été faussé par le caractère, qui a été faussé, non, ça ne peut pas se faire. Enfin, il faut un temps de latence. Oui.
Bah, vous parlez de résistance. Vous parlez de résistance énorme, hein, de volonté. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu que. Bon, maintenant, tant mieux, ça c'est fait, c'est bien. Mais je pense que. Enfin, c'est une reconnaissance, c'est bien maintenant. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Je sais que quand il y a une grande fléau, il faut attendre 100 ans comme la Shoah ou quoi, pour en parler, pour que les œuvres y sortent, etc. Mais quand même, vu ce que cette jeunesse elle a subi à ce moment-là, je pense que quand même, on aurait dû faire beaucoup plus de choses avant. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, je crois que c'est vrai. Enfin, il faut un certain temps avant de... Ben, effectivement, il y a un moment de sidération. Pour parler de mon expérience personnelle, il y a un moment de sidération, de total... voilà. Et les choses mettent un... Ce que je veux dire, c'est pas en faisant les films comme vous avez cité, ou alors des petites manifestations, ou des histoires de relations amoureuses entre homosexuels. Je veux dire, le sida, c'était pas que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des gens dans la rue qui se piquaient, des gens qui mouraient, c'était un fléau total. Donc, on n'a pas pris l'ampleur. Moi, j'estime qu'on n'a pas pris l'ampleur. C'est pour ça, parce que, voilà. Non, mais vous avez entièrement raison. Maintenant, on ressort tous les enquêtes, on sort tout. Mais moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est putain, mais pourquoi on n'a pas fait avant? Ça questionne le rapport de l'institution finalement avec la vie politique, comment Bah, écoute. saisir. Écoutez, là encore, pour les avoir vécus, ces 40 ans ou ces 30 ans, les institutions étaient extraordinairement... Enfin, d'abord, le MUSEM est une institution très particulière. Ce n'est pas un musée d'art, hein, c'est un musée de société. Hein, c'est un musée d'art et tradition populaire, comme on dit. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est le MUSEM qui se charge de cette exposition et puis, bon, qu'elle aille ailleurs, mais évidemment, les institutions ont été formidablement résistantes, mais formidablement résistantes. Les institutions ne voulaient absolument pas. C'est vrai, enfin, je veux dire, il y a une résistance très forte des institutions à produire. Oui, voilà. C'est une volonté, enfin, je veux dire, politique, là aussi, il faut bien le comprendre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui vient de la collecte SIDA dont je parlais, qui avait été organisée par le Musée des Arts et Traditions Populaires, ce sont des matériaux qui étaient utilisés. Des brochures d'information, des livrets, des journaux, des éditos, les t-shirts qui permettaient de se montrer, de se reconnaître, les banderoles. Rien n'était fait qui ne soit pas destiné à un usage militant, un usage pédagogique. Vous voyez, et vous connaissez ce type de production. Donc, et aucun de ces objets n'avait pour vocation d'entrer au musée. Personne n'a fait un t-shirt, une banderole, un pins, un journal, une brochure ou quoi que ce soit en se disant tiens, un jour, j'aimerais que ce soit au musée. Quasi personne. Oui, il peut y avoir des gens qui se sont dit ah, un jour, ça pourrait être au musée. Mais la destination première de tous ces objets qui ont été collectés n'était pas d'entrer au musée. Ils l'ont été grâce à deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont contribué à l'élaboration de cette exposition, Françoise Loux et Stéphane Abriol, dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, quand dans cette exposition, on a fait le choix de refaire vivre des archives télévisées, de mettre en place des dialogues avec des photographes, de mettre en place des dialogues avec des artistes. Il y a des champs qu'on n'a pas développés, mais la littérature est un champ important. Que ce soit les pièces, les œuvres artistiques, que ce soit les photographies, ce sont des choses qui étaient montrées en fait. À vrai dire, il y a peu de choses qui ont été produites pour l'exposition, à part les deux grandes installations dont je vous parlais au début, les témoignages de femmes vivant avec le VIH aujourd'hui, qui sont des femmes de Marseille. Il y avait cette volonté aussi d'avoir un peu cette entrée par
le lieu qui nous accueillait par des gens de la ville, en fait. Et puis la sortie par des militants qui viennent poser la question de ce qui n'a pas été gagné, c'était pour nous aussi important pour se dire qu'en fait, on ne se reposait pas sur des victoires. Oui, la lutte contre le sida a permis des avancées, mais bien des choses restent à faire. Et il faut pas se faire d'illusions, hein. Je veux dire, moi j'ai écrit un livre sur les artistes femmes. Je veux dire, les artistes femmes n'ont jamais été. Enfin, je veux dire, avant une date très récente, il y avait très très peu d'artistes femmes dans les musées, par exemple, dans les institutions culturelles. Je veux dire, c'est un voilà. C'est une analyse des institutions qu'il faut faire, qui est très importante à faire, hein, et des hiérarchies en vigueur dans les institutions. Et je vous dis. Aujourd'hui encore, les institutions ouvrent des portes, montrent des choses, mais elles ferment aussi d'autres portes par la même occasion, hein. Et à chaque fois, il y a cette ouverture et cette fermeture qui se fait. Donc j'entends très bien votre cri. Je crois que c'est un cri qui a été poussé très souvent et de façon très virulente par un certain nombre de gens. Voilà, on peut pas refaire l'histoire, elle est comme ça, effectivement. Il aura fallu 40 ans avant de consacrer une exposition aux pratiques culturelles liées à la lutte contre le VIH-Sida. Il y a une chose qui est intéressante avec ce recul d'une quarantaine d'années. C'est une question qu'on s'est posée aussi dans le catalogue. C'est la question de vieillir avec le VIH. Et de vieillir avec des traitements qui aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'ils n'étaient au début de l'épidémie. Et Vincent a fait un entretien par exemple avec 4 personnes qui ont été infectées il y a assez longtemps et qui ont aujourd'hui entre 65 et oui voilà entre 60 et 70 ans on va dire pour être très large. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce recul pour pouvoir justement recueillir ce type de témoignages. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Vincent. Pour moi, c'est un sentiment un peu particulier. Vous comprenez bien que je ne suis pas du tout des premières générations de militants. Il se trouve que j'arrive dans le champ de la lutte contre le sida en 96, et 96, c'est un gros tournant. C'est le tournant des antiprotéases, le tournant où la mort, le nombre de décès chute brutalement dans les pays où ces traitements sont disponibles, en fait. Donc je ne suis pas d'une génération ancienne. Pour autant, j'ai un investissement de longue date dans ce champ et j'ai l'impression d'avoir une place un petit peu étrange, une place où, comme je le disais tout à l'heure, la mémoire est encore vive. Pourtant, il y a bien des choses qui ne sont pas de ma propre mémoire, en fait, des choses que je n'ai pas vécues, qui pourtant m'ont porté et continuent à me porter aujourd'hui, parce que c'est comme ça, on se fait porter par des mouvements, par des configurations. Et les conséquences peuvent être sur le long terme, en fait. Et donc, je suis à cette place un peu particulière, comme je le disais, qui est aussi il y a un moment de mémoire aujourd'hui. Demain, il y aura un moment d'histoire, en fait. Dans 4 décennies, ce ne sera pas la mémoire qui sera en jeu. Parce que la mémoire vive ne sera plus là. Donc il y aura autre chose qui se configurera. Et il y a ce moment de mémoire qui, moi, je ne sais pas s'il faut le regretter, en fait. Est-ce que la mémoire peut venir tôt? Sans doute pas. J'ai rencontré des photographes qui m'ont dit, mais depuis 1993, 13-15, personne ne nous avait contacté au sujet de ce qu'on avait fait, qui pourtant à l'époque avait été édité, avait été publié. Et finalement, ils n'étaient pas surpris. Ils m'ont dit, mais il n'y a rien de surprenant à ça. Il faut 20 ans. Pour qu'il y ait un cycle de mémoire qui s'opère. Donc oui, 40 ans par rapport à l'identification des premiers cas. Les premières mobilisations en France, oui, sont du début des années 80. Le gros des mobilisations, les mobilisations les plus amples, se font quasi jusqu'au milieu des années 90. Et donc on est dans ce temps, en fait. Je sais pas s'il aurait pu venir plus tôt, et s'il aurait été utile que le temps de mémoire vienne plus tôt. Merci, c'est une conversation qui pourrait continuer très longtemps, oui, et qui est très importante. On vous invite à aller voir l'exposition qui va avoir lieu au MUSEM à partir du 15 décembre, à découvrir les 2 ouvrages dont on a parlé ce soir en partie, Ce que le sida m'a fait d'Elisabeth Lebovici et
VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, le catalogue de l'exposition du MUSEM. On a juste eu le temps d'effleurer quelques thématiques qui sont traitées dans ces deux ouvrages importants. Vous pouvez les trouver au fond de la salle. Merci en tout cas d'être venus si nombreux ce soir. Merci à l'École des Beaux-Arts, merci à toute l'équipe du CRAC pour l'accueil et on vous tiendra au courant pour les prochains rendez-vous qu'on fera avec le CRAC et l'École des Beaux-Arts en 2022. On vous tient au courant très vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Elisabeth Lebovici, Natacha Covin et Vincent Gross. Merci.